Merci, merci mes chers amis, merci messieurs les bâtonniers et présidents, ou présidents et bâtonniers, comme vous voudrez, de ces paroles de bienvenue. En vous écoutant, je me disais avec un demi-sourire, ma mère en tout cas aurait été très contente de les entendre et elle aurait trouvé que c'était peut-être pas assez. Elle aurait été la seule. Alors, ce que ce soir, comme il y a de cela déjà, c'est pour ça que je sors le livre, 17, 18 ans, comme ça avait été le cas ici, l'histoire, la véritable histoire, comme on dit, que je vais vous raconter est douloureuse. Elle est douloureuse à tous égards, et pour ceux qui en furent les sujets, et pour ceux qui considèrent l'histoire du barreau, ce n'est pas l'épisode, tant s'en faut, le plus glorieux de l'histoire du barreau, mais il faut regarder sa vérité en face. Ce n'est pas non plus l'épisode le plus glorieux qui se soit déroulé à la première chambre de la Cour dans l'histoire de la justice française. Alors, je marque simplement, tout est né pour moi d'un hasard. J'assistais, c'était en effet, ça devait être 92-93, j'assistais à la remise de la décoration, c'était, je crois, officier de la Légion d'honneur d'un ami cher, et le bâtonnier qui officiait était ce jour-là d'une assez remarquable longueur. En dehors de son talent habituel, je ne sais pourquoi il était saisi d'une inspiration prodigieuse et ça n'en finissait plus. Alors, un peu quand même distrait, au fond de la salle, vous savez, là où est au fond le monument. Et je regardais, 30 ans j'avais fréquenté cette bibliothèque assidûment, et je regardais de très près cette fois-ci ce monument aux morts, 39-45, et pour la première fois, je me suis aperçu qu'il était duel. Il y avait une colonne à gauche, deux colonnes à droite. Ils y sont toujours d'ailleurs, vous pouvez les vérifier. À gauche, je constatais qu'il y avait la liste des avocats morts pour la patrie en service. Et puis à droite, il y avait la liste d'autres avocats fusillés, morts en déportation ou disparus. Le monument qui a été élevé en 1946. Et en regardant la colonne de droite, du côté des avocats fusillés déportés, je constatais une très très forte, presque écrasante proportion de non-juifs. Je me disais, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi deux monuments? Pourquoi ça? J'ai décidé d'y voir plus clair et de regarder ce que dans ma très lointaine jeunesse des confrères aînés m'avaient raconté en termes vagues, certains avec ironie, d'autres encore avec tristesse. Et je dis, mais il faut quand même que j'en ai le cœur net. Et je demandais au bâtonnier, un très cher ami, citadère, je dis, je voudrais que tu m'ouvres les archives du Conseil de l'Ordre sur la période 40-44. Le pas eu l'air enthousiaste, un ami très cher, et en plus un homme qui aime l'histoire. Je dis oui, je veux écrire, pour écrire, j'aime beaucoup les archives judiciaires, je voudrais voir les archives du Conseil de l'Ordre 44. Tu ne peux rien m'objecter, c'est pour un livre d'histoire, et ce serait fâcheux que le président du Conseil constitutionnel assignât le bâtonnier des avocats qu'on appelle de Paris pour se faire ouvrir les archives de l'Ordre. Ce ne serait pas bon effet. Pas question d'arriver là. Enfin, et ce que j'ai découvert à ce moment-là, grâce à la courtoisie d'Adair, et je dois le dire à l'aide de M. Zanam, m'a stupéfié. Khrouchtchev, dans son style populaire, a dit « ça m'a coupé les bretelles ». Après cela, j'ai été voir les archives de la Cour d'appel, ensuite les archives de la Chancellerie, et pour terminer, les archives du Conseil d'État. Et le résultat de ces recherches, eh bien, c'est celui que je vais vous présenter maintenant, comme il y a 18 ans. Et si
nous sommes ici à la salle de la première cour, et il faut remercier Madame la Première Présidente de son hospitalité, c'est parce que j'ai insisté, notre ami Christian a tout de suite en effet mesuré l'importance symbolique de la chose, ce n'est pas parce qu'on a jugé ici premier responsable de la collaboration, c'est pour une autre raison, c'est que c'est ici même, dans cette salle, et je marque, ce qui n'est pas indifférent, le 13 février 1942, et c'est pour ça que nous avons, Christian et moi, fixé au 13 février, c'est ici qu'a été rendu l'arrêt qui radiait un certain nombre d'avocats juifs du barreau à Cour d'appel de Paris. Alors, raconter cette histoire, je le dis, n'est pas plaisant, mais il demeure que c'est un moment important et que pour la jeune génération, c'est-à-dire vous, chers bâtonniers, c'est le sujet d'une méditation sur ce que l'on dit, ce que l'on enseigne et ce que l'on fait. Troisième terme, maintenant vérifier dans les moments difficiles la validité des deux premiers. Alors, au cœur de cet ouvrage, là, de cette recherche, j'ai beaucoup utilisé les écrits, les paroles d'un homme qui fut considérable dans l'ordre que j'ai connu, qui fut le bâtonnier Charpentier. Le bâtonnier Charpentier était un très grand professionnel, un très grand avocat, un homme de courage, un patriote qui a fait la guerre de 14, beaucoup de courage, il décorait titre militaire, très grand professionnel, et je disais, j'ai eu l'occasion et le privilège de le connaître, entre-temps pour l'ensemble des confrères, presque la totalité, un mépris de fer. Il y avait quelques avocats, parmi lesquels lui, mais enfin il y en avait quelques-uns, le reste, ça ne comptait pas. Et le bâtonnier Charpentier, par les faits des circonstances, élu immédiatement avant la guerre, a été le bâtonnier pendant toute cette époque, puisqu'on a repris le cours des élections après la guerre. Donc, il est au cœur de cette affaire. Il a publié un livre qui s'appelle « Au service de la liberté » en 1949, nous sommes donc au lendemain de ces événements, et dans lequel il y a une phrase qui m'a toujours laissé perplexe, et qui est la suivante, je ne dirais pas ce qu'elle dit tout, « Au barreau de Paris, il y a toujours eu une question d'antisémitisme. » Vous remarquez une question d'antisémitisme, une question juive. Une question juive. Il ne dit pas une question d'antisémitisme, il dit une question juive. La vérité, c'est qu'il y a toujours eu une question d'antisémitisme. Il y a toujours eu une question d'antisémitisme. Je rappelle que depuis 1791, les Juifs jouissent des mêmes droits que les autres citoyens français. Parenthèse, quand ça a été voté très difficilement par l'Assemblée constituante, madame, celle qui ensuite devait connaître un destin si tragique, madame a écrit à une cousine qui était émigrée à Vienne pour lui dire « l'Assemblée a mis le comble à ses folies, on a fait les Juifs citoyens ». 3 petits points. Alors là, le temps a passé, mais si les Juifs jouissaient de mêmes droits, et par conséquent d'accès au barreau, mêmes conditions que les autres, ça n'était pas tout à fait pour autant la même condition. Il y avait une condition légale, officielle, tout à fait, en effet, à égalité de droits, mais quand on en arrivait aux honneurs, quand on en arrivait aux responsabilités professionnelles, ordinales, alors là, les choses changeaient. Il n'y avait jamais, selon une coutume très fortement établie, que rapporte d'ailleurs très bien, avec beaucoup de drôlerie, Izorni dans ses mémoires, il ne fallait pas qu'il y ait plus de 2 secrétaires de la conférence dans une promotion. Et quand Izorni va voir le bâtonnier pour lui donner les résultats de la promotion de 1938, il lui dit, voilà, ils sont 3. 3. Et en plus une femme. Bon, ça donne la sensibilité du moment. Les élections au Conseil de l'Ordre, cela arrivait, mais rarement.
on cite toujours, et on citait toujours l'exemple de Pierre Masse, il demeure quand même exceptionnel, mais cela arrivait. En revanche, je ne suis pas arrivé à retrouver, peut-être par défaut d'information sur les personnes, un avocat juif bâtonnier avant 1939. Il y en a eu beaucoup d'avocats juifs, mais pas de bâtonniers. Alors, s'agissant du bâtonnage, j'ai retrouvé cette citation du bâtonnier héros à propos de Masse, qui s'était en effet présenté, qui avait été battu, et qui, faisant, nous le retrouvons dans l'éloge funèbre, disait en 1946, Pierre Masse est mort sans avoir été bâtonnier, et, merveilleuse formule, l'essentiel pour sa mémoire est qu'il fut digne de l'être. Ce qui il fut digne de l'être. Mais il n'avait pas été, mais il était digne de l'être. Donc ça effaçait le fait qu'il fût battu. Alors, pourquoi cet antisémitisme? Et la réponse classique était, je l'ai entendu même après la guerre, il y a trop de juifs au barreau. Il y a trop de juifs au barreau. C'est-à-dire qu'il y a, dans cette version-là, dans cette vision-là, une certaine quantité admissible de juifs au barreau, mais pas plus. C'est une espèce de dose homéopathique. Au-dessus, ça devient poison. Au-dessous, c'est tolérable. Alors, quelle proportion? Nous allons la retrouver tout à l'heure. Mais c'était déjà l'esprit qu'on va voir retrouvé dans le statut de 41. Quelle proportion quand c'est tenu à Paris en 41, pendant la période que nous retrouvons maintenant, il y a eu l'exposition des Juifs et la France au Palais Berlitz. Ma mère nous avait interdit, mon frère et à moi, d'y aller. Bien entendu, nous y avons couru. Et je dois dire que le fou rire que nous avons ressenti n'a jamais cessé du début jusqu'à la fin, parce qu'il est très difficile pour des jeunes garçons de considérer qu'ils sont les rats de l'humanité. Ou vous êtes désespérés, ou vous êtes, tout simplement vous rigolez. Vous avez choisi la deuxième option. Mais dans cette exposition, il y avait une sorte d'affiche prémonitoire pour moi. Il y avait là, photographie ou dessin représentant les avocats juifs les plus célèbres, et le plus grand, avec la plus grosse photographie, était Henri Torres, qui fut mon patron et qui était un avocat pénaliste extrêmement célèbre. Bon. Il est impossible de ne pas considérer que, quand on regarde les textes, ici, l'antisémitisme prend ses racines dans la xénophobie, profondément dans la xénophobie. Il faut bien mesurer, c'est pas indifférent de le dire aujourd'hui, je le dis avec fermeté, que la France de la fin de la Troisième République, dans les 10 dernières années, entre le moment où la crise fait son apparition, disons dans la décennie 30, est en proie à une crise, une fureur xénophobie extraordinaire. Pas seulement les textes de la fin viennent comprend Troisième République finissante avant la guerre contre les étrangers, mais le fond était vraiment pénétré de xénophobie. La France détestait les étrangers, dont elle recevait beaucoup, mais qu'elle détestait dans ses profondeurs. À cause de la crise économique, les choses se sont sensiblement aggravées. Chômage, nombre d'immigrés présents, accent, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais il n'est pas indifférent de le rappeler. Alors, au barreau, il y a eu ce qu'on appelait une invasion, évidemment, de quoi? De confrères immigrés ou issus de naturalisés. Et le grand slogan de l'époque, la France aux Français, il avait un écho très fort au barreau, et notamment à Paris. Et je cite le bâtonnier Charpentier, qui, je le rappelle, écrit après la guerre. C'est un livre de 49, ce n'est pas un livre qui soit antérieur, c'est 49. Avant la guerre, dit le bâtonnier, nous avions été envahis
par des naturalisés de fraîche date, presque tous d'origine orientale, sikh, dont le langage, commenté par les petits journaux, nous couvrait de ridicule, et qui apportait dans la conduite des litiges les procédés de leur bazar. Bien, vous avez vu la distance avec ces procédés de bazar. Le régime de Vichy, évidemment, naît de la défaite. Le régime de Vichy, par prendre l'analyse de ce funeste régime, était ou se voulait maurassien. Il était d'inspiration très maurassienne. Et il était très fortement, dès le départ, xénophobe, ce qui est trop oublié, évidemment, antisémite. Il faut mesurer que c'est dès le mois de juillet 1940 que la loi est venue interdire tout emploi dans l'administration à tous ceux qui n'étaient pas nés de pères français. Je marque au passage, on ne parle pas des mères, mais de pères français. Si vous n'aviez pas un père français, vous ne pouviez pas, même si vous-même étiez français, vous ne pouviez pas entrer dans la fonction publique. On aurait dit qu'il y avait là une sorte d'incompatibilité, parce que génétique, entre le fait d'avoir un père étranger et la fonction publique pour le fils français. Le 22 juillet 1940, le gouvernement du maréchal Pétain a installé une loi, a promulgué une loi à portée rétroactive. Une commission aurait à réviser toutes les naturalisations intervenues depuis le 10 août 1927. Commission qui était présidée d'ailleurs par qui ? Par le procureur général qui requérera contre Pétain et contre Laval. Le 16 août 1940, interdiction des professions médicales à ceux qui n'étaient pas nés de parents français, non, de père, toujours le père, de pères français, donc 16 août 1940, et le 10 septembre 1940, avant la rentrée judiciaire, extension de cette disposition pour les avocats, à l'exclusion, alors on retrouve toujours les anciens combattants, c'est pas pour rien que le maréchal Pétain est à la tête de l'État, ou à titre exceptionnel sur proposition du Conseil de l'Ordre. Je marque au passage, juste pour l'ironie du détail, que était né d'un père étranger Isorni, et que par conséquent Isorni tombait sous le coup de la loi lui interdisant aux fils de pères étrangers naturalisés de devenir avocat. Sauf exception, fort heureusement pour le maréchal Pétain, il a été relevé par le Conseil de l'Ordre au regard des talents exceptionnels ou services exceptionnels. Alors, je cite encore le bâtonnier Charpentier, indiscutablement mon meilleur témoin, « Vive satisfaction au barreau de Paris » à la lecture de ces textes. À cet égard, dit le bâtonnier, la politique de Vichy rencontrait nos intérêts professionnels. Autant de concurrents de moins. La politique de Vichy rencontrait nos intérêts professionnels. Comme l'écrivait Le Temps le même jour, la purification de la France est en marche, et dans la purification, il y avait évidemment celle du barreau. Un rappel quand même. La France, en juillet 1940, elle est dans le pire état de son histoire. Elle vient d'essuyer la plus cruelle défaite militaire de son histoire. Il y a 1 600 000 prisonniers. La France, les voies de communication sont détruites. Les récoltes, on se demande comment on va les faire rentrer. Vous avez près de 2 millions de réfugiés qui errent sur les routes. On ne peut pas avoir une situation pire que celle que nous avons connue à cette époque. Et voilà à quoi s'occupait, toutes affaires cessantes, le gouvernement de Vichy. Et en particulier, l'anecdote est amusante, si l'on peut dire, le monsieur Alibert, qui avait été directeur de cabinet du maréchal Pétain fort longtemps, avant même qu'il accédât au pouvoir,
qui était un conseiller d'État et un constitutionnaliste de vocation et de formation, Alibert, décrit lui-même par le bâtonnier Charpentier comme un taureau furieux, et il ajoutait « et antisémite profond », Alibert, dès le mois de juillet 40, étant encore directeur de cabinet du maréchal Pétain, avec la France dans cet état, disait à Baudouin, le ministre des Affaires étrangères qui attendait ce cours pour entrer dans le bureau du maréchal, « Je leur prépare un de ces statuts aux oignons ». Le statut aux oignons, c'était le statut des avocats juifs. Voilà à quoi songeait M. Alibert, alors que la France était dans le terrible état que je viens d'évoquer. Alors, évidemment, action, le 30 octobre 40, on a publié, là, ça n'est plus pour les avocats, c'est pour tous les juifs, le statut des juifs, 30 octobre 40. Et Baudouin, plus tard, écrit, et ministre des Affaires étrangères, écrit à propos de cette séance la phrase suivante: « C'est le maréchal qui se montre le plus sévère. » Citation du maréchal Pétain, la justice et l'enseignement ne doivent contenir aucun juif. On sait qu'on a retrouvé un texte annoté par lui, et quiconque avait lu les mémoires de Baudouin le savait. Alors, le statut, je le rappelle, le statut des juifs, pour tous les juifs, celui du 30 octobre 40, est une initiative du régime de Vichy. Il n'a pas été demandé par les occupants allemands, comme on l'a laissé croire. Ce n'est pas vrai. Dès le départ, Alibert est à l'œuvre, et très vite, on adopte un statut qui, d'ailleurs, sur 2 points, mais on ne va pas entrer dans le détail, est plus grave que le statut qui avait été promulgué sous le nom du statut de Nuremberg par les nazis dès leur prise de pouvoir. Le pasteur Böckner, dont je tiens à saluer la figure, et qui a été dans toute cette période un des hommes les plus courageux qui fut, note dans son journal: « Un antisémitisme passionnel règne à Vichy. » Que cet antisémitisme ne se limite à point au personnel de Vichy, mais qu'il soit allé beaucoup plus loin. La société française, on en a la révélation en lisant les écrits de l'époque. Les bons juristes constitutionnalistes connaissent tous le traité de M. Burdeau, qui est un des grands classiques du droit constitutionnel. Dans l'édition de 1942, j'ai retrouvé ceci. Le statut des Juifs qu'il commente, nous sommes en période de droit positif, est inspiré, c'est Burdeau, par cette constatation de fait qu'étant donné ses caractères ethniques et ses réactions, le juif est inassimilable. Voilà comment le grand constitutionnaliste de la Troisième République, nous verrons tout à l'heure pour l'autre grand constitutionnaliste, M. Barthélemy, voilà ce qu'il écrivait en 1942. Le juif est, par ses caractères ethniques, inassimilable. Alors, le statut interdisait un certain nombre de fonctions dans certaines professions, la banque, la presse, le spectacle. S'agissant des professions libérales, le statut autorisait l'exercice aux juifs, mais selon la limite qui serait fixée par un règlement d'administration publique, un numerus clausus. Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Au-delà d'un certain nombre, la présence de juifs au barreau constituait un poison. Alors, quelle a été la réaction au barreau lui-même? Là encore, je cite le bâtonnier Charpentier en 1949, citation: « Les lois de Vichy furent accueillies au barreau de Paris avec satisfaction. Il y avait parmi nous beaucoup d'antisémites, reconnaît le bâtonnier Charpentier. » Nous sommes en 1942, il s'agit maintenant de mettre à l'œuvre les lois, celles du 10 septembre 40, commence par les étrangers, et puis ensuite on passe à l'épuration. 203
avocat d'origine étrangère. C'est pourquoi je dis la liaison entre la xénophobie et l'antisémitisme est si forte à cette période. 203 avocats d'origine étrangère furent exclus par le Conseil de l'Ordre, parmi lesquels environ 60 juifs, et sur 51 appels qui avaient été présentés par ces avocats, 47 furent rejetés par la Cour. Il y eut certaines dispenses, j'ai évoqué celle d'Isorni. Il y eut aussi des cas extraordinaires, et je le mentionne parce que la chose est suffisamment remarquable. Deux avocats fort connus, l'un, Henri Torres, que j'ai évoqué il y a un instant, qui était vraiment une des trois gloires du barreau pénal. Il y avait lui, Campinki et Moreau Jaferi. C'est toujours les mêmes qu'on retrouvait dans toutes les grandes affaires pénales. Donc Henri Torres, je signale au passage qu'il était peu suspect d'avoir, je dirais, des gènes étrangères. Sa famille était établie à Bordeaux depuis le XVe siècle. Et son père, d'ailleurs, était préfet de Bordeaux à sa naissance. Tel qu'il était, et on fait une guerre évidemment éclatante avec la médaille militaire, bon, quatre citations, je crois. Il est parti, et il a bien fait, aux États-Unis dès le mois de juillet 40, et avec Pierre Cotte, premier à l'agrégation de droit public, premier au concours de la conférence des avocats de Paris, pas juif, mais ministre du Front populaire, tous les deux ont été déchus de leur nationalité française. Eh bien, le Conseil de l'Ordre, qui les connaissait bien, Torres connaissait tous les membres du Conseil de l'Ordre, c'était sa génération, avec lesquels ils avaient vécu. Ils étaient partis aux États-Unis. Il y avait peu de chances qu'ils se représentent à l'automne au Palais de justice de Paris. On aurait pu se dire, le cas d'Henri, écoutez, bon, on verra après la guerre, hein, rien de presse, qui s'en serait ému. Eh bien non, immédiatement, on les a radiés comme n'étant pas français. Fantastique. Je dois dire que quelques années plus tard, Henri Torres, quand il m'arrivait de l'accompagner à une entrée solennelle qu'il n'affectionnait pas, me murmurait toujours en écoutant les discours, tous des faux culs. Tu entends? Tous des faux culs. Nous verrons pourquoi. Alors, je poursuis. Parmi les cas les plus intéressants, il y a évidemment les cas de ceux qui vont se trouver au-dessus en chiffres du numerus clausus. Le numerus clausus choisi, j'ai dit évoqué, la loi prévoit que le pourcentage d'avocats juifs tolérables est, et ce sera fixé par décret pris en Conseil d'État et avec l'opinion préalable du commissariat aux questions juives. Eh bien, c'est à 2% du chiffre des avocats non juifs qu'on a fixé le numerus clausus des avocats juifs. C'est-à-dire qu'ici, c'est très précis, au-dessus de 2%, insupportable, là, c'est la limite du tolérable. Mais, comme toujours, dans le régime du maréchal Pétain, on fait des exceptions pour les anciens combattants de 14-18, les veuves des anciens combattants de 14-18, les enfants orphelins des pères tombés au champ d'honneur en 14-18, juifs, et également on évoque la possibilité peut-être d'en ajouter quelques-uns. Mais on verra ça plus tard. Alors, j'indique, s'agissant des personnes qui vont être déterminantes dans cette affaire, que nous avons comme commissaire aux questions juives un membre du Conseil de l'Ordre de Paris, M. Xavier Vallat. M. Xavier Vallat, qui était un très 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 grand et héroïque combattant de la guerre de 14-18, était un antisémite moins farouche et moins brutal, mais tout aussi intense que M. Alibert. M. Xavier Vallat
avait fait sa réputation, politique au moins, sur l'apostrophe qu'il avait lancée en pleine Chambre des députés en 1936 à Léon Blum, alors président du Conseil, qui demandait la confiance, comme c'était la règle constitutionnelle sous la Troisième République, à la Chambre des députés. Après, il y a toujours l'intervention du président du Conseil, évidemment, les intervenants de l'opposition et des partis qui le soutiennent, et Xavier Vallat est intervenu et a lancé cette apostrophe à Léon Blum, lui disant « Vous n'avez pas assez de terre de France à la semelle de vos souliers ». Tollé épouvantable, etc. Je n'ai pas besoin de rappeler lointaine racine alsacienne de Léon Blum, mais tollé épouvantable. Au palais, ce fut si bien perçu qu'il fut élu triomphalement au Conseil de l'Ordre, ce que ni sa réputation professionnelle, ni l'importance de son cabinet, ni non son ancienneté ne justifiaient. Mais d'un seul coup, il était en quelque sorte transcendé par cette apostrophe antisémite lancée à Léon Blum, président du Conseil désigné devant la Chambre des députés. Alors voilà donc Xavier Vallat. Je marque aussi que Xavier Vallat, étant membre du Conseil de l'Ordre, élu dans le Conseil de l'Ordre de 1936, sera réélu en 1938 et se trouve donc, par l'effet de la guerre, prorogé jusqu'à la fin du conflit. Et Xavier Vallat, membre du Conseil de l'Ordre, est en même temps haut commissaire aux questions juives et siège au Conseil de l'Ordre. Et tout ce qui va se dérouler, vous l'avez avec un membre du Conseil de l'Ordre qui est en même temps commissaire aux questions juives. Personne ne semble s'être interrogé sur cette dualité singulière au sein du Conseil de l'Ordre de l'époque à regarder les procès-verbaux. Alors, je cite en 1942 ce qu'il avait déclaré pour expliquer sa vision de ce qu'il appelait l'antisémitisme à la française. Citation, « La Révolution française fit la folie de vouloir considérer les Juifs comme des citoyens comme les autres. » Vous voyez, c'est comme madame. À Paris, on a vu accourir 300 000 Juifs de 1812 à nos jours. Ils avaient envahi les professions libérales et intellectuelles. Et il ajoute, « La France était atteinte dans un transport juif au cerveau, dont elle a bien failli mourir. Il nous a fallu prendre le bistouri. » Évoquant, alors, il est maurassien, les 180 000 juifs étrangers venus d'Europe orientale, sur 170 restants, le tiers naturalisé de fraîche date, Xavier Vallat concluait « Plus que dans d'autres pays, le problème juif se pose chez nous comme un problème d'étrangers. » Comme un problème d'étrangers, vous voyez la liaison que j'évoquais tout à l'heure et qui ressort des dates elles-mêmes. Et il terminait par cette phrase terrible, au regard de ce que nous avons appris depuis, « C'est au vainqueur. » Vous vous rendez compte ? C'est un ancien combattant de 14-18, c'est un membre du Conseil de l'Ordre, c'est un grand patriote, et il termine par « C'est au vainqueur qu'il appartiendra en définitive de fixer le juif errant. » On sait quelle était à cet égard l'intention proclamée du vainqueur. C'est une des phrases les plus odieuses que j'ai jamais lues. C'est très bien passé quand après la Libération, il a été jugé. Mais je marque au passage qu'il est resté membre du Conseil de l'Ordre. Personne ne s'en est ému. Alors, depuis 1941, Xavier Vallat savait par le chef de l'administration civile en France, le docteur Best, que le commissariat aux questions juives était invité à mettre sur pied le plan et toutes les mesures préliminaires pour une épuration générale des Juifs. On voit ce que cela signifiait.
Alors bien évidemment qu'il ignorait, lui, voilà la solution finale. D'abord, à cette date-là, Hitler n'a pas encore pris sa décision. Il va la prendre, mais personne ne la connaîtra en dehors d'un petit cercle et hauts dignitaires nazi. Je rappelle que la décision est de janvier à la conférence de Wannsee, à côté de Berlin, en janvier 1942. Xavier Valard, pas plus que les autres, on peut leur dire, il savait ce qu'il avait. Mais tout de même, dire c'est les Allemands qui décideront du sort des Juifs français, je n'insiste plus. Alors, le président du Conseil d'État, M. Porcher, suggéra au maréchal Pétain que le commissariat aux questions juives soit invité par le garde des Sceaux, M. Alibert puis M. Barthélemy, à se mettre à l'œuvre pour préparer le nouveau statut des Juifs. On le fait, on travaille, le Conseil d'État tient séance, et pour les professions libérales, on ne pourrait plus les exercer pour les Juifs que dans les limites fixées, le numerus clausus, par le Conseil d'État. La peine, il faut le marquer, pour tout Juif exerçant une profession libérale au-dessus du numerus clausus, donc les avocats, était de 2 ans de prison et 5 ans s'il avait utilisé des méthodes frauduleuses, avec à la sortie possibilité d'internement dans un camp par décision du préfet. Le président du consistoire central, qui était M. Elbronner à cette époque, qui était président de section au Conseil d'État avant la guerre et qui a joué un rôle très très important, notamment dans l'élaboration de la loi sur la laïcité, la loi de séparation, a émis une protestation solennelle, je la lis, « Les Français israélites sont l'objet... » Voilà, les Français israélites veulent encore croire que les persécutions dont ils sont l'objet sont entièrement imposées à l'État français par les autorités occupantes. On reconnaîtra là une âme touchante de naïveté. S'agissant de la préparation du décret pour le numerus clausus, qui va réellement fixer le nombre d'avocats et quelles catégories d'avocats peuvent aller au-delà, eh bien, Xavier Valard, lorsqu'il a été jugé en 1947, a fait cette déclaration, je la cite, « Quand j'ai envisagé le numerus clausus pour les avocats, étant membre du Conseil de l'Ordre, j'ai soumis mon opinion à mes collègues du Conseil de l'Ordre, le principe n'en a été discuté par aucun. » Voilà, les choses sont claires. Le principe n'en a été discuté par aucun. La seule discussion portait sur le point de savoir si on considérerait qu'on pouvait, après qu'on ait exempté les anciens combattants, veuves de guerre, etc., compter 2% en plus. Ou si, au contraire, on inclurait les exceptions dans les 2%. Alors, discussion soumise évidemment au Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre des avocats va prendre sa position. La chancellerie, d'abord, avait fait savoir qu'à Paris, il y avait 2% possibles des 2100 avocats juifs qui représentaient 42 avocats. Donc les 2%, ça couvrait 42. 30 avocats juifs avaient combattu en 14-18. 42, je rappelle. 30 déjà ont combattu. Si on y ajoute les avocats qui avaient gagné une citation pendant la brève campagne de 39-40, les veuves et les orphelins de 14-18, eh bien, il ne restait rien, mais rien du contingent sur les 2%. Et possibilité, c'était plein. C'était garni, c'était fini. Donc, pas un. On en gardait pas un. Alors, la discussion tout à fait
je dirais, édifiante quand on regarde aujourd'hui les procès-verbaux. Le Conseil d'État a donné son avis, il a été sollicité. Lui, il était pour les exemptions à titre militaire, puis après, on comptait les 2%. On aurait, grâce à cela, pu doubler le nombre des avocats juifs conservés. Évidemment, le Haut Commissariat aux questions juives, certainement pas, jamais. Ministre de la Justice, le doyen Barthélemy, personnage tout à fait aussi essentiel dans cette affaire, était, comme M. Burdeau, une des gloires de l'université française, je dirais même probablement plus encore. Le notable absolu, couronné par la Troisième République, comme peu d'hommes l'étaient. Je laisse de côté les légions d'honneur, décorations, etc., membre de l'Institut évidemment, mais surtout doyen de la faculté de droit de Paris, enseignant à Sciences Po et éditorialiste au Temps, considéré, disons-le, comme type Poincaré, droite très modérée, centre droit. Tel était M. Barthélemy. Et M. Barthélemy, lui, comme il avait des liens avec les notables du Conseil de l'Ordre, il a dit il faudrait pouvoir ajouter certains avocats en fonction de leur mérite professionnel apprécié par le Conseil de l'Ordre. C'est-à-dire qu'on aurait les exemptions pour les titres militaires, veuves de guerre, puis on pourrait ajouter quelques-uns choisis par le Conseil de l'Ordre. Il n'en était pas question, mais pas question pour du tout le commissariat aux questions juives. On va voir du bras de fer ce qui va résulter. Le projet a été soumis aux autorités allemandes et finalement, on est tombé d'accord pour dire la solution proposée par M. Barthélemy est peut-être la meilleure. On pourra admettre quelques avocats juifs en sus du numerus clausus dévoré par les anciens combattants, les veuves d'anciens combattants, et ce sera à ce moment-là le Conseil qui décidera, enfin qui proposera décret pris en Conseil d'État pour les exemptions. Bon, la formule est acceptée, le texte est signé, 16 juillet 1941, décret signé Pétain, Darlan, Barthélemy, publié au journal officiel. Alors, à partir de là, on le met en œuvre, et c'est probablement ce qu'il y a de plus révélateur. Le bâtonnier Charpentier, je cite toujours, dit noblement « J'avais fait savoir au pouvoir public que le barreau ne consentirait jamais à appliquer ce décret. » On est en 1949, la mémoire est sélective ici. Aussi, le gouvernement confia-t-il le soin de l'appliquer à la cour d'appel, considérée évidemment par le bâtonnier Charpentier comme plus complaisante que l'ordre des avocats. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est radicalement différente de ce que le bâtonnier évoque. Le Conseil de l'Ordre a bien participé. Il a participé à tous les stades à l'exclusion des avocats juifs. La procédure était très complexe. Au départ, c'était au Conseil de l'Ordre de dresser la liste des avocats juifs. Et le Conseil de l'Ordre a adressé à tous les avocats du barreau de Paris une lettre formulaire dans laquelle ceux qui le recevaient devaient jurer sur l'honneur qu'ils n'étaient pas juifs. Le Conseil de l'Ordre aurait pu dire ce qu'ont fait les avocats belges. Le Conseil de l'Ordre de Bruxelles ne peut pas se mêler de ça. Vous avez promulgué un statut, mettez-le en œuvre. Nous, nous ne le faisons pas. C'est tout. Nous ne voulons pas en connaître. Ce sont nos confrères, nous ne le faisons pas. Faites votre besogne vous-même. C'est ce que le bâtonnier Charpentier laisse entendre. C'est pas ainsi. On a fait ça, on a dressé la liste, oui, on l'a reçue, on l'a examinée au Conseil, et il n'y a pas eu la moindre protestation. Alors, à cet égard, on a évidemment un certain nombre de témoignages sur ce qui s'est passé, je n'entrerai pas dans le détail.
mais je tiens à retrouver les notes parce que tout doit être précis là-dessus. Le Conseil de l'Ordre, en voyant sa liste au procureur général, celui-ci vérifiait que les données étaient exactes. Donc une enquête de police à partir de la liste dressée par le Conseil. Ensuite, le Conseil de l'Ordre donnait son avis sur chacun des cas d'exclusion. La Cour d'appel, à ce moment-là, statuait sur l'élimination des avocats juifs conformément à la liste dressée in fine par le Conseil de l'Ordre pour l'élaboration d'une numerus clausus. Et après cela, le Conseil de l'Ordre devait dresser la liste des avocats juifs qui pourraient être exemptés à raison de leur mérite professionnel par la Cour d'appel. Vous voyez, une fois qu'on a dressé la liste complète, le Conseil de l'Ordre dit « Ah, nous allons repêcher, si je puis dire, les avocats juifs. » Et alors, qui nous paraissent à nous d'une qualité exceptionnelle. Alors c'est extraordinaire. Là, j'ai pris tous les dossiers les uns après les autres, car ce que l'on demandait au Conseil de l'Ordre, et ce qu'il a fait, c'était de dresser la liste des avocats juifs qui pouvaient échapper tout simplement à la radiation, parce que leur mérite professionnel apprécié par le Conseil de l'Ordre était si grand que leur indignité foncière disparaissait. C'est une mesure de travail à ce moment-là que ça représente. Et évidemment, quand vous examinez la liste dressée de ceux que j'appellerais les bons avocats juifs par le Conseil de l'Ordre, vous constatez que ce sont en quelque sorte des clones des membres du Conseil de l'Ordre. On a choisi ou retenu exclusivement des avocats qui étaient, on les appelait eux, des avocats israélites, de vieilles familles françaises, ayant de préférence dans leur parentèle des membres éminents de la magistrature, des membres éminents du corps enseignant, des membres éminents du Conseil d'État, ayant évidemment fait la guerre de 14-18, bref, bien sous tout rapport. Et c'est cela, et cela seul, que le Conseil de l'Ordre a retenu. Je rappelle au passage que ça représentait un certain nombre d'autres, et que ce certain nombre d'autres, au moment où on les radiait, on avait promulgué le statut des Juifs. Qu'est-ce que devient un avocat qui est radié parce qu'il est juif, qui ne peut plus exercer sa profession, qui ne peut pas devenir fonctionnaire, c'était interdit, et par conséquent pas magistrat, qui ne peut plus exercer un certain nombre de professions, aucune des professions libérales, mais dans la presse, pas de journalisme, tout ça disparaît. Qu'est-ce qui devient? De quoi va-t-il vivre? Cette question élémentaire, de quoi va-t-il vivre? Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste quoi? Le marché noir? Ça n'a visiblement pas intéressé ni les avocats du Conseil de l'Ordre, ni les magistrats. Alors, l'histoire, elle, suivait son cours. L'URSS entre en guerre, les attentats dont les auteurs courageux, premiers résistants, sont des communistes, commencent à Paris l'été 41. Au 23 août 41, les Allemands arrêtent 4232 juifs, dont 1500 juifs français, parmi lesquels 42 avocats, dont 2 avocats au Conseil. Selon le préfet de police, un grand, ils étaient considérés, admirable éloge, comme ayant une part importante de responsabilité dans la campagne de sabotage actuellement entreprise. Compte tenu de leur âge, de ce qu'ils étaient, je ne sache pas que c'était le cas particulier, mais il fallait bien justifier pourquoi d'un seul coup on arrêtait 42 avocats. Et 42 avocats ont été amenés au camp de Drancy, et là, le témoignage de Yves Jouffat, que bon nombre d'entre vous ont bien connu, qui était lui arrêté et à Drancy, il était étudiant en droit à ce moment-là, et il a raconté de façon très émouvante, Yves, comment les petits artisans, les commerçants, les fourreurs,
fabricants de chaussures, enfin, casquettes, chapeliers, tous ceux qui étaient les petits artisans juifs du quartier juif, en voyant arriver ces avocats, dont certains étaient très connus, il y en a 4 ou 5 célèbres, les ont acclamés parce qu'ils venaient les rejoindre. C'est émouvant à mesurer. Je rappelle seulement que le camp de Drancy, on y crevait de faim, au sens propre du terme. Dans cet été-là, c'était 2 soupes par jour, plus 150 grammes de pain. C'est tout. On n'acceptait pas les colis. Et ils étaient gardés, ces avocats juifs, comme tout le camp, par des gendarmes français. Gendarmes français dont on a des témoignages sur leur brutalité dans les procès qui sont ensuite survenus après la guerre. Et je cite 2 avocats, l'un, Henri Bleustin, qui évoque dans ses mémoires la brutalité des gendarmes, citation, animés par la même haine que les nazis contre nous, et l'autre, Claude Rosenthal, qui n'est jamais revenu de déportation, avocat important, et qui raconte dans une lettre qui est demeurée comment il a été giflé par un capitaine de gendarmerie dans la cour du camp de Drancy pour avoir, celui qui lui demandait son nom, cet officier de gendarmerie, ajouté à son nom, Claude Rosenthal, avocat à la cour de Paris, lieutenant dans l'armée française, ce qui lui avait valu immédiatement une paire de claques. Alors, j'ai évoqué le palais Berlitz. Quand il s'agissait des avocats juifs, je prends la citation qui était au-dessous des photos de quelques avocats avec un gros plan Torres, et le titre libellé sous la photo de ces avocats était « Les Juifs avaient transformé la noble profession d'avocat en un odieux commerce ». Je repense au père Torres qui était tout au fin demandeur d'honoraires, besogne qu'il laissait à ses collaborateurs. Alors, la presse de la collaboration a fait chorus. Paris Soir annonçait en première page un reportage. Je les ai vus avec photo. Ces juifs millionnaires, forcément millionnaires puisqu'ils sont juifs, ces juifs millionnaires, ex-célébrités du barreau parisien, internés enfin dans un camp proche de la capitale. Le 13 décembre 1941, les Allemands, après une nouvelle vague d'attentats, décident de frapper à nouveau et très fort. 743 Israélites, j'utilise des termes qu'on utilisait à l'époque, français, appartenant à la bourgeoisie, furent arrêtés. On ramena de Drancy un certain nombre de détenus, notamment Pierre Masse, et celui-ci d'ailleurs a écrit à ce moment-là, il est sûr qu'il allait être fusillé le lendemain, une lettre tout à fait admirable dont j'ai donné connaissance et qui demeure dans les annales, à mon avis, du barreau de Paris comme un témoignage à la fois de dignité, de fermeté, d'amour de la République et d'un amour immodéré pour le barreau. Il était, je le signale, ami personnel du maréchal Pétain, pour une raison simple. Pendant la guerre de 14-18, après avoir été blessé sur le champ de bataille, il est entré comme sous-secrétaire d'État, il n'y avait pas de secrétaire d'État à la guerre, sous-secrétaire d'État à la guerre dans le ministère Clémenceau. Et Masse, là, a dirigé la justice militaire pendant cette période très difficile. Jusqu'à la fin, il était sénateur de l'Hérault, républicain bien connu. Et Masse avait poussé à la nomination du maréchal Pétain comme général en chef des armées françaises en 1917. Et Pétain lui en était reconnaissant. Clémenceau, un peu réticent semblait-il, mais Masse constamment disait c'est lui. Il était de ce fait lié au maréchal Pétain. Le maréchal Pétain a fait un geste. Son directeur de cabinet a écrit à Paris, à l'ambassadeur Brinon, pour qu'il demande aux Allemands de libérer Masse.
Et la réponse a été sèche de la part du chef de la commandanture, die Judenmasse, qui a voté la guerre contre l'Allemagne, en aucun cas, jamais. Il a été déporté à Auschwitz après cette démarche. Alors, on met en œuvre le statut, je suis forcé de dire, que là, quand j'ai été plus loin dans les archives, c'est effrayant. Effrayant. J'ai évoqué ce qu'était la condition de ces avocats juifs radiés du barreau. Il faut le souligner, il y a eu un bon nombre d'avocats non juifs qui leur ont permis simplement de subsister en préparant pour eux, secrètement, clandestinement, les dossiers de plaidoirie ou les conclusions. Grâce à ça et à ce partage d'honoraires, ils ont pu survivre. Mais d'autres, je ne parlerai plus ici du Conseil de l'Ordre, il y a 3 avocats importants qui ont laissé leurs traces aux archives de la Gestapo de Paris. 3 avocats importants qui se sont rendus à l'ambassade d'Allemagne pour demander la libération de 6 avocats juifs qui étaient leurs amis, en proposant en échange de fournir une liste plus complète d'avocats juifs. Vous vous rendez compte? Une liste plus complète d'avocats juifs dont plusieurs ne figuraient pas sur la liste dressée par le Conseil de l'Ordre et qui donc avaient échappé. Et un des avocats, selon le témoignage du docteur Van Bose, de l'ambassade qui s'occupait des questions juridiques, c'est un procès verbal, ensuite, au moment de l'épuration, enfin au moment après la libération, il était poursuivi. Un des avocats a signalé les noms des avocats juifs les plus indésirables qui pourraient être arrêtés en guise de compensation à la libération des 6 avocats. Donc on livrait l'identité et on indiquait qui il fallait prendre à la place des amis. Si on se représente ce que ça signifie humainement, il faut, avec un peu d'imagination, vivre la scène. J'indique que la Gestapo avait une règle absolue, très profitable pour l'exercice de leurs fonctions. Ils recevaient toujours les dénonciateurs sans un papier sur la table, sans secrétaire. Ils ne prenaient aucune note. Par conséquent, vous pouvez parler. Bon, voilà. À peine avait-il raccompagné jusqu'à la porte du bureau le dénonciateur que aussitôt le secrétaire dans ses procès-verbal de ce qui avait été dit, 3 exemplaires, un restait là, l'autre la commandanture, le 3e Berlin, le siège central de la Gestapo. C'est comme ça qu'on a retrouvé un nombre considérable de dénonciations, évidemment, après la fin de la guerre, dont cet extraordinaire document. Et je pense, j'ai souvent pensé, à ces hommes qui venaient à la Gestapo pour dénoncer des avocats juifs, pour les échanger contre des amis ou en surplus si besoin était. Ce sont des avocats dont je parle. Ils se connaissaient. Le barreau de Paris, c'était un peu plus de 2000 personnes à cette époque-là. Beaucoup avaient fait leurs études ensemble. Beaucoup se connaissaient. Ils avaient, à la barre, ils s'étaient confrontés, j'avais rencontré, dénoncé la Gestapo. Bon, alors, je passe à la sélection, j'irai vite. Le Conseil de l'Ordre avait finalement proposé de conserver 46 anciens combattants, tombaient dans l'exception, 2 avocats veufs de guerre, plus 5 juifs ayant des mérites professionnels exceptionnels. C'est pas beaucoup, je trouve. 5, bon. Seraient donc conservés en tout sur 355 avocats juifs. 355, je rappelle que le barreau à l'époque avait 2200 environ, une 50aine d'avocats juifs. Le 2 janvier 1942, la Cour d'appel rend son premier arrêt. On conserve, on a vérifié la qualité, veuve de guerre, les titres militaires, très bien.
On a ajouté 20 prisonniers maintenus à titre provisoire, et pour les autres, on dit on statuera après que le Conseil de l'Ordre ait remis son avis motivé sur chaque cas individuel. Vous voyez que nous sommes loin de l'affirmation du bâtonnier Charpentier, loin de moi cette besogne. Non, après que le Conseil de l'Ordre l'ait donné. Le Conseil de l'Ordre se réunit le 6 et le 27 janvier 1942, c'est l'opération sélection, sous la présidence du bâtonnier Charpentier, et finalement, il propose de retenir 14 avocats juifs au titre de leur mérite professionnel. Alors, j'ai indiqué ceux qu'on avait choisis, les Israélites français de vieille souche, etc., presque tous décorés, 8 anciens secrétaires de la conférence, un membre du Conseil de l'Ordre. Voilà. Ce qu'il y a de touchant, c'est que les exemptés ont écrit aux bâtonniers des lettres qui sont encore là pour témoigner de leur reconnaissance à leurs confrères qui les avaient ainsi distingués au sein du Conseil de l'Ordre et dire leur fidèle et indéfectible attachement à l'ordre et à son bâtonnier qui les représentait. C'est touchant, c'est toujours très beau comme texte. Il n'y en a qu'un seul qui a dit « moi je n'y vais pas ». C'est Lucien Vidal-Naquet. Lucien Vidal-Naquet, qui était un avocat très important à cette époque, était au Conseil de l'Ordre, lui aussi, mais dans son temps, et qui, nous le retrouverons tout à l'heure, qui a dit non, moi je ne remercie pas, je trouve tout ça abominable. C'est le père de notre confrère Vidal-Naquet du barreau de Marseille, François, et le père de l'historien que tout le monde connaît, Pierre Vidal-Naquet. Alors, le 13 février 1942, 13 février, vous voyez exactement la date, combien d'années sont écoulées, la Cour d'appel, vu les états nominatifs établis par les barreaux de la Cour, parce qu'il y avait aussi les petits barreaux de la banlieue, bon, là c'est partie de la Cour d'appel, établis par le barreau de la Cour, prononça l'exclusion de 217 avocats juifs du barreau de Paris, auquel elle ajouta 14 avocats juifs proposés par le Conseil de l'Ordre. Voilà. Alors, l'audience, on rend l'arrêt, c'est le bâtonnier Charpentier qui est chargé d'aller à Drancy dire aux avocats détenus qu'ils sont radiés de l'Ordre des avocats. Il y va, et nous avons là le témoignage d'Yves Jouffat. Le bâtonnier Charpentier vint au camp pour signifier à ses confrères internés leur radiation de l'ordre. Il n'eut pas un mot pour regretter, expliquer ou excuser. Lorsqu'il est parti, j'ai vu pleurer quelques-uns de ses avocats. Il est vrai que le bâtonnier Charpentier est resté un peu plus longtemps à Drancy parce qu'il a tenu à voir son vieil ami et égal en dignité professionnelle, Pierre Masse. C'est le seul. Détail qui n'est pas indifférent, s'agissant du droit à pension des avocats, exclus comme juifs, le Conseil de l'Ordre a décidé le 17 février, 2 semaines plus tard, 1942, qu'il pourrait bénéficier d'une pension, citation, s'il justifie d'un exercice professionnel d'une durée minimale de 35 années. 35 années. Et alors, les cotisations versées, elles restaient dans la caisse de l'ordre. On faisait comme ça une petite dotation à cette occasion. Il restait à demander la suite de la procédure. Une fois que la Cour d'appel a dit, on retient l'avis du Conseil de l'Ordre. Qu'est-ce qui allait advenir ensuite de ces avocats conservés comme éminents? Le 4 avril 1942, Xavier Vallat, membre du Conseil de l'Ordre, a fait connaître son choix. 5 sur les 14 étaient conservés. Pourquoi on ne le saura jamais, mais seulement 5. Le 8 mai 1942, Xavier Vallat disparaît parce que pas assez antisémite pour les Allemands et pas assez actif dans la chasse aux Juifs. Il est remplacé par Darquet de Pellepoix, qui, à cet égard, était sans comparaison aucune, bien plus antisémite, si on pouvait l'être,
encore que Xavier Vallat, et qui s'illustrera ensuite directement dans les rafles qui suivront pendant l'été 42. Il est lui-même un ancien combattant décoré, un personnage tout à fait douteux, dont on a retrouvé les traces des paiements qui lui ont été remis en numéraire à l'ambassade d'Allemagne dès 1937. Et à la chancellerie, avant que le commissariat fasse connaître son opinion, Joseph Barthélemy a fait connaître la sienne. 10 noms, vous voyez que ça varie, sont retenus par le garde des Sceaux à partir des 14 dressés par le Conseil de l'Ordre. C'est avant que Xavier Vallat envoie sa liste. C'est avant que Xavier Vallat envoie la liste. Et le 5 août 42, on se réunit cette fois-ci tous à la chancellerie, et Xavier Vallat dit, c'est très simple, il ne peut pas y avoir d'avocat juif en France. Alors, l'avis est favorable pour tous, sauf ceux que la loi retient, bien à tort, évidemment. Je rappelle que Pierre Laval était un avocat, qui était un avocat très important, et qui avait un cabinet considérable, extraordinairement rémunérateur, plaidant peu, mais se faisant payer très cher. Également, quand il ne n'acceptait pas un dossier si c'était l'adversaire qui le lui avait demandé. Ça permettait de réaliser cette performance incomparable de toucher des honoraires pour ne pas plaider. Invention de Pierre Laval, dont je lui laisse le mérite. Alors sa décision a été simple. Il a suivi l'avis de Darquet, il connaissait tous ses avocats, très bien. Il a suivi l'avis de Darquet, il n'y aurait aucun avocat juif au mérite professionnel suffisamment éminent pour demeurer avocat au barreau de Paris. Fini, terminé. Alors, restait une dernière possibilité. Il y avait les avocats de qualité exceptionnelle, le bon avocat juif, puis il y avait aussi le très bon citoyen qui se trouvait être avocat et qui était juif. C'est plus cette fois-ci comme avocat qu'il est éminent, c'est parce qu'il est également professeur de droit, professeur de Collège de France, et qu'il est de surcroît avocat. Là encore, on a un examen par le Conseil de l'Ordre, il en repêche 32 avec avis très favorable et favorable, dossier transmis à la chancellerie, réponse après l'avis du commissariat général, aucun. Aucun, les choses étaient claires, plus jamais d'avocats juifs au barreau de Paris. Une question va encore se poser pour les avocats, les veuves, les anciens combattants de 14-18 qui avaient été relevés, les quelques-uns qui encore se trouvaient à Paris. C'est le 7 juin 1942 qu'a été publiée l'ordonnance, cette fois-ci allemande, obligeant au port de l'étoile jaune. Port de l'étoile jaune, je rappelle que c'est tous les juifs âgés de plus de 6 ans. Je ne sais pas si on se représente ce que ça veut dire que de mettre une étoile juive sur la poitrine d'un enfant de 7 ans qui va tous les matins à l'école communale. Très bien. Indignation publique, je tiens à le signaler, considérable. Considérable. La réapparition de Laruelle apparaissait comme une insulte